bienvenue sur Gabon 24 pour cette édition spéciale qui reçoit Marcona Essangui, secrétaire exécutif de Brain Forest. Merci d'être avec nous. Nous vous recevons dans le cadre de cette semaine africaine du climat qui se déroule depuis le 29 août jusqu'au 2 septembre prochain, qui se tient donc en prélude à cette grande messe qui aura lieu en Égypte en novembre prochain, la COP 27, occasion certainement pour les pays africains d'harmoniser leur position en vue d'une réponse efficace face au blocus que semblent entretenir les pays pollueurs aujourd'hui. Pour vous, qu'est-ce que cela représente, cette semaine africaine ici à Libreville qui, je le rappelle, réunit plus de 1000 participants? Disons, c'est une occasion pour les parties prenantes à la COP 27 de se réunir ici au Gabon. Le choix du Gabon n'est pas fortuit. Le Gabon a quand même, je dis bien quand même, fourni des efforts au niveau continental pour montrer la voie qu'il faut à d'autres pays qui traînent le pied pour arriver à s'engager dans cette problématique que nous connaissons, qui est planétaire, les changements climatiques. Et par conséquent, vous avez des camps qui se forment le plus souvent quand on va aux différentes COP. Il faut rappeler que c'est une réunion du système des Nations Unies pour faire entendre la voix de ceux qui sont en train aujourd'hui de subir les effets du changement climatique. Donc la COP27 va être une occasion unique pour que les Africains accueillent cette grande messe et pour que les Africains aussi soient les moteurs, les maîtres, ceux qui vont décider de ce que l'Afrique doit faire pour venir à bout de la problématique du changement climatique. Est-ce que vous y croyez? Écoutez, je suis de nature optimiste. Je pense que la position de l'Afrique devrait être celle de ne pas toujours tendre la main. Face au changement climatique, nous sommes des victimes. Face au changement climatique, nous pouvons aussi être les pollueurs. Maintenant, quelle est la position à adopter? Cette position n'est pas financière, c'est une position de conviction, une position d'une mission pour accomplir le rêve de l'Afrique, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un continent qui regorge autant de ressources, que les autres viennent chercher, que ce continent soit à la limite à la traîne. Pourquoi nous sommes à la traîne alors que nous avons le potentiel énergétique, nous avons le potentiel minier, nous avons le potentiel à tous les niveaux, mais nous sommes toujours en train de tendre la main pour qu'on nous vienne au secours. Non. Et pourquoi, selon vous? Est-ce que c'est au niveau des décideurs que cela bloque? Est-ce que les décideurs n'ont pas suffisamment, parce qu'ils tendent la main justement pour demander des fonds pour les financements de leurs projets de société, etc. Est-ce que ce n'est pas à ce niveau que ça bloque? Parce que si les décideurs africains se mettaient ensemble pour dire « nous voulons ce qui nous revient de droit », les choses pourraient bouger. Est-ce que ce n'est pas au niveau des décideurs que véritablement l'Afrique n'est pas représentée à ce niveau-là? Je pense que c'est au niveau de la vision. Quelle est la vision de l'Afrique pour son réel développement? Est-ce que, en tendant la main, on est capable de mettre d'abord sur la table notre propre contribution? Quelle est la question que je me pose souvent? Quelle est la contribution de l'Afrique en dehors de présenter des forêts et des mines pour dire voilà, nous allons protéger notre environnement? Est-ce ça la seule contribution de l'Afrique? Quelle est la contribution financière de l'Afrique? L'Afrique est capable, avec plus de 50 pays, de dire nous avons besoin de tel ou tel apport, voilà notre contribution. Je cherche à savoir. Parce qu'avant d'aller demander aux autres, il faut d'abord fournir un effort. Vous avez participé à plusieurs rencontres de ce type. Pourquoi n'avez-vous pas posé la question aux personnes qui sont censées y répondre? C'est pour cela que je ne vais plus à ces réunions, je ne vais plus au COP. Ma dernière participation à la COP, c'était à Paris, la COP 21. Parce que je me suis rendu compte, depuis Johannesburg, la première COP, j'ai participé à la COP de Johannesburg avec la grande idée, la création de test parcs nationaux, l'annonce faite par le feu chef de l'État Omar Bongo. Je me suis rendu compte que les décisions ne se prennent pas dans des réunions de cette nature. Les décisions sont prises à un certain niveau et on vient nous imposer quelques résolutions. La preuve, c'est qu'elles n'ont jamais pu être implémentées. Elles n'ont jamais été implémentées. Personne ne s'engage réellement. Qui peut s'engager si les grandes puissances sont toujours dans la course à l'industrialisation? Alors, la Chine veut être la première puissance économique. Les États-Unis ne veulent pas être rattrapés. La Russie est là, l'Inde et tous les autres. Alors, pour arriver à atteindre les objectifs qu'eux-mêmes se sont fixés dans ce développement, il faut transformer. Il faut produire. Et dans la production, on porte atteinte
à notre climat. Nous avons du soleil, nous avons du la soleil. pluie, mais nous n'avons toujours pas, excepté le Maroc, bel exemple de réussite, la capacité de fabriquer de l'énergie solaire que l'Afrique peut se partager entre elles. Alors, à quoi servent ces rencontres finalement? C'est la question que je me pose. Vous avez dit nous avons le soleil, mais nous avons aussi au Gabon un réseau hydrographique, le plus grand réseau d'Afrique. Pourquoi nous sommes toujours en manque de l'énergie électrique? Bonne question. Pourquoi? Alors que nous avons, si on ne peut pas construire des grands barrages hydroélectriques, nous avons des micro-barrages. Bon, il y en a quelques-uns quand même. Il y en a quelques-uns, mais nous avons des micro-barrages. Nous avons effectivement le soleil avec l'énergie solaire. Nous avons une nappe phréatique qui est presque à fleur, où on peut offrir de l'eau à tous les Gabonais à tout instant. La question, pourquoi nous n'arriverons pas à franchir le pas? Et pourquoi, selon vous? Ben, tout simplement, pour moi, je pense que c'est un problème de gouvernance. C'est un problème de vision, comme je l'ai dit. Je vous prends un exemple très simple. Ce n'est pas un problème propre au Gabon. Hein, non, ce n'est pas propre, voilà, propre au à Gabon. l'Afrique en Je général. parle de l'Afrique en général. Tout à fait. Parce que j'accuse les Africains D'être responsables de la situation dans laquelle ils gisent. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, si la déforestation atteint des niveaux impressionnants dans notre pays, ou bien dans d'autres pays, la sous-région, le Congo, RDC et autres, pourquoi nous arrivons à offrir notre bien commun à ceux qui viennent juste pour arracher les ressources afin qu'eux-mêmes soient développés? Pourquoi nous cédons à cet appât du gain? Pourquoi? Facilement. Mais peut-être parce que nous n'avons pas suffisamment de choses, nous n'avons pas suffisamment de fonds pour répondre aux préoccupations des populations. Je ne pense pas. Je me permets cette réponse pour comprendre. Je ne pense pas. Est-ce que les fonds qui sont alloués à des projets en Afrique, quel que soit le projet, est-ce que ces fonds vont directement pour réaliser les projets? C'est la question. Je me dis, nous ne devrions pas être des éternels mendiants internationaux alors que nous avons Vous pensez que c'est suffisamment... de la mendicité? C'est de la mendicité. Et donc l'Afrique devrait faire quoi pour pouvoir se prendre en charge et répondre efficacement à tous ces changements climatiques? L'Afrique devrait d'abord compter sur ses propres enfants. Nous avons été dans les grandes universités avec ceux qui sont aujourd'hui les maîtres du monde. La ressource humaine, ce n'est pas celle qui manque en Afrique. Il faut d'abord faire venir toutes les intelligences africaines pour développer l'Afrique, mettre à la disposition de ces intelligences les ressources que nous avons, que les autres viennent chercher chez nous, transformer localement. Il faut apprendre à transformer nos ressources pour ne plus vivre, pour ne plus être dépendant d'une économie de rente. Je prends le cas du Gabon que je maîtrise. Nous avons le pétrole, nous avons le bois, nous avons le manganèse, on a eu l'uranium. On a eu l'uranium, on a exploité l'uranium au Gabon pendant 40 ans, mais nous n'avons pas su avoir une énergie capable, énergie nucléaire capable d'alimenter tout le Gabon. La France n'est pas productrice de l'uranium, mais la France utilise l'énergie nucléaire pour alimenter toute la France. Mais le problème n'est peut-être pas... Pourquoi pas le Gabon? Oui, pourquoi pas au Gabon? Bonne question. Mais le problème de l'Afrique est peut-être beaucoup plus global. Est-ce qu'au-delà de la vision qui manquerait, parce que je parle au conditionnel, c'est votre point de vue, au-delà de cette vision qui manque à l'appel au niveau des décideurs, est-ce qu'il y a une solution palliative pour dire que, bon, à ce niveau, ils ont échoué, d'accord? Ou peut-être qu'ils n'ont pas osé franchir le cap. Est-ce qu'il y a une solution palliative qui permettrait à l'Afrique d'entrer... de jouir de ses ressources naturelles et faire face à tous ces changements climatiques? La solution, c'est la transformation locale de nos ressources. D'accord. Mais nous n'avons pas d'usine pour ci et ça. Est-ce que vous pensez que 60 ans après, on n'est pas capable d'avoir une usine de transformation? La question, il faut qu'on la pose aux décideurs. Voilà. Oui. Pour l'instant, nous n'en avons pas. Qu'est-ce qu'on fait? Mais parce qu'ils ont toujours tendance à vendre nos ressources de manière brute. Il ne faut surtout plus le faire. Il ne faut plus le faire. D'accord. Il faut transformer localement. Quitte à concurrencer. Alors aujourd'hui, le débat pour moi, c'est de se dire, voilà, l'Afrique doit préserver ses forêts. L'Afrique ne doit plus. OK. Les financements qu'on sollicite à l'international, ce sont les financements qui nous permettent de garder nos ressources sous cloche, c'est-à-dire plus d'exploitation forestière,
plus d'exploitation de nos ressources comme le pétrole, plus d'exploitation de telle ou telle ressource naturelle. Donc, préserver pour sauver la planète. Donc, maintenez, restez, demeurez dans votre... Est-ce que vous pensez que c'est lucide de parler de cette façon? Est-ce qu'on doit tout couper, tout d'un coup, pour avoir des résultats immédiats, ou bien on doit s'asseoir avec toute l'intelligence, donc toutes les parties prenantes, pour trouver une solution qui, in fine, aura un impact réel sur la vie du citoyen, parce que c'est de sa vie dont il est question. C'est ce dialogue qui manque. D'accord. C'est ce dialogue mais sincère. Vous êtes une ONG qui participait, qui marquait le pas, mais pourquoi est-ce que vous n'avez jamais demandé que ces choses soient faites au cours de vos participations dans ces grands rendez-vous? Mais ce n'est pas ici que ça se décide. Ah. C'est au sein de nos différents pays, avec nos dirigeants. Et quand on aura la somme de toutes ces concertations au niveau national, on arrive ici avec des propositions beaucoup plus concrètes. Si, dans nos différents États africains, les dirigeants pensent que la meilleure solution, c'est celle que l'international apporte, on ne va jamais atteindre les objectifs. Est-ce que vous pensez qu'un surpuissant accepterait qu'un moins que rien puisse rattraper son retard? Non. Il faut toujours, nous sommes... Mais puisque nous avons la puissance, nous ne mettons que 3% des émissions de gaz à effet de serre. Donc nous sommes ceux qui subissons le plus. Alors nous pouvons dire, nous arrêtons de subir, vous payez ce qu'il vous revient. Est-ce que c'est possible? Est-ce que l'Afrique est aujourd'hui capable de se tenir devant ces grandes puissances pour régler cette question? D'où ce type de réunion. D'accord. Pour qu'ensemble... Mais elles ne servent à rien, puisque l'accord de Paris n'a toujours, a beau être ratifié, il n'a toujours pas porté du bon fruit, comme on dit. Et aucune COP ne va apporter des solutions. Ah. Aucune. Donc ça ne sert à rien. Il appartient... Même la COP la COP 27 de 2022, là, elle n'apportera rien. Je suis pessimiste par rapport à l'issue de toutes ces rencontres. Si les grandes puissances, aujourd'hui, la problématique, elle est encore énorme. Quand on regarde le conflit russo-ukrainien, où le monde est en train de se diviser en plusieurs blocs, est-ce que vous pensez que la Chine, les États-Unis, la Russie, l'Inde vont encore tomber d'accord sur une décision concernant le changement climatique si chacun tente toujours à rattraper le retard? Alors que doit faire l'Afrique? L'Afrique... Parce qu'elle est face à un mur, que doit-elle faire? Mais comme je l'ai dit, quelle est la politique de l'Afrique sur le changement climatique? Quelle est la vision unique africaine? Quelle est la position? Quelles sont les propositions que nous faisons au reste du monde en dehors de présenter nos forêts, nos ressources comme étant la solution? Quelle est la solution financière? C'est la finance. Qui règle les problèmes. Tout à fait. Mais quelle est la solution financière? Quelle est l'enveloppe de l'Afrique dans ce grand débat? Mais est-ce que vous tenez compte du fait qu'en 2 ans, l'Afrique a été... les conditions difficiles dans lesquelles vivait l'Afrique ont été exacerbées donc, pendant les 2 dernières années à cause de la Covid-19. Est-ce que vous pensez qu'avec tout ce qu'elle a à fournir comme effort pour rattraper ces 2 années difficiles, l'Afrique peut se permettre de se tenir devant ces grandes puissances en disant « voilà notre contribution financière, voilà ce que nous avons et voilà ce que nous souhaitons que vous nous donniez pour qu'enfin l'atténuation et l'adaptation ne soient pas que des vues de l'esprit ». Et même, revenons à la Covid, est-ce que l'Afrique a adopté une stratégie commune ou bien l'Afrique a toujours cherché à tendre la main pour dire « aidez-nous ». Vous savez, c'est cette posture africaine que je dénonce, qu'il faut changer. Absolument. Face à une situation globale, on tend la main, mais on ne présente pas son potentiel pour résoudre le problème présent. Je n'ai pas été élevé dans des conditions de mendicité. L'Afrique est incapable de venir à bout d'un petit problème. Mais ce ne sont pas des moyens financiers qui manquent aux Africains. Nous sommes producteurs de toutes les ressources que vous voyez. Nous sommes même capables d'utiliser nos scientifiques pour venir à bout de tel ou tel. Alors, le complexe africain est à l'origine de tout ce que nous sommes en train de vivre. L'Africain et les pays africains vivent dans un complexe où, quand il s'agit du développement, on tend la main. Mais quand il s'agit de faire de la politique, on est souverain.
Mais la relation a toujours été celle-là. Ben, il faut rompre. D'accord. Mais on ne rompt pas une amitié vieille de plus de 50 ans par coup de baguette magique. Non, mais ce n'est pas un problème d'amitié, c'est un problème d'intérêt. Mais les intérêts, on le voit bien, prime d'un côté, la balance n'est vraiment pas équilibrée. Alors, comment on parvient à cet équilibre? Mais parce que nous ne voulons pas équilibrer. Je vais vous prendre un exemple, l'Arabie Saoudite est aujourd'hui une grande puissance à cause de son pétrole. L'Arabie Saoudite fait chanter le monde avec le pétrole. Pourquoi la République démocratique du Congo ne peut pas faire chanter le monde avec le coltan? Sans coltan, vous n'avez pas le téléphone. Sans coltan, vous n'avez pas l'avion. Or, c'est le seul pays au monde qui produit cette ressource. Pourquoi ne pas en faire une ressource hautement stratégique pour faire chanter le monde et transformer son pays avec? L'Arabie Saoudite l'a réussi. Très bien. La Libye l'a réussi. Et aujourd'hui, on parle de la Russie. La plupart des pays africains ont du pétrole. Donc on parle de la Russie. La Russie, c'est le gaz et le pétrole. Mais pourquoi nous, avec nos ressources que nous avons, l'uranium, c'est dans quel pays, dans quelle zone du monde? C'est en Afrique. Pourquoi les pays comme le Niger, comme le Gabon hier, n'ont pas réussi à utiliser ces matières hautement stratégiques pour se positionner, pour établir ce rapport de force? Marcona et Sangui, vous participez à des rencontres de haut niveau sur ces questions de fond. Pourquoi votre voix n'est pas audible au point de faire plier les Chines? Vous n'êtes certainement pas la seule organisation qui pensait comme ça. Vous devez vous regrouper pour porter haut ces idéaux qui permettront certainement à l'Afrique de battre le pas. Comme je l'ai dit, ça se décide dans nos pays respectifs. Quand les responsables mais dans votre pays, le Gabon par exemple. Oh là là, est-ce que la voix de Marcona compte dans les décisions? Il ne s'agit pas de la personne de Marcona, on parle d'une question qui concerne le Gabon tout entier, l'Afrique tout entière. Est-ce que des propositions concrètes ont été faites dans ce sens? Alors, je vais vous poser une question. S'il vous plaît. Nous sommes en train d'assister à une réunion panafricaine qui se tient chez nous. À Libreville. À Libreville. Quels sont les experts gabonais qui ont été sollicités pour animer les panels? Les experts gabonais, il y en a. Il y en a quelques-uns que nous avons reçus. Il y en a quelques-uns, mais qui ont été captés juste pour faire beau parce que ça se passe au Gabon. Est-ce qu'il y a eu une réunion qui réunit tous les experts gabonais? Ce n'est pas parce que vous n'y participez pas qu'il n'y a pas d'experts gabonais présents. Non, pas du tout. Donc ne soyons pas mauvaise langue. Non, c'est une organisation des Nations Unies qui regroupe plusieurs pays africains. Exactement. C'est pour cela que je dis, quand les voix des Africains vont commencer à peser dans les grandes décisions portées par nos propres dirigeants, je suis content que M. Gaouma puisse être Tanguy Gaouma, le négociateur panafricain. C'est un départ. C'est-à-dire qu'on commence quelque part à reconnaître que l'Afrique a des experts. A du potentiel. Mais ces potentiels... Est-ce que c'est aux autres de nous le reconnaître? C'est à nous de nous imposer. Exactement. Vous arrivez dans une salle de classe, tout le monde arrive au même niveau, et puis il y a un premier, puis un second. C'est à l'Afrique de prendre ses responsabilités. Exactement. Et c'est l'occasion de le faire. Vous avez une COP qui va se dérouler en Afrique. C'est peut-être le moment de porter les idéaux de l'Afrique. Exactement. Et c'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande. C'est-à-dire les organisations non gouvernementales sont des partenaires des gouvernements. Nous sommes des partenaires. Nous sommes des lanceurs d'alerte. Nous sommes des accompagnateurs. D'accord. On a l'impression vraiment qu'en Afrique, les organisations non gouvernementales passent le temps à critiquer plutôt qu'à proposer. Mais on critique d'abord, après on propose. D'accord. Qu'avez-vous proposé sur la question des changements climatiques au Gabon, par exemple? Au Gabon, nous avons proposé, par exemple, que l'observation de l'exploitation forestière soit une observation collégiale. L'administration n'a pas les moyens, par exemple, d'aller contrôler ce qui se fait dans les permis, mais les ONG ont des moyens d'aller sur le terrain. Et c'est pourquoi on assiste à toute cette déforestation, j'y arrive, et surtout à cette corruption organisée, on va le dire en ces termes-là, dans les forêts gabonaises. Parce qu'on ne voudrait pas. Mais le gouvernement ne veut pas que des entités indépendantes puissent jeter un œil
sur, un, l'attribution des permis, comment les permis sont attribués. Deux, qui sont les opérateurs qui interviennent dans nos différentes forêts, quelle est leur nature. Trois, quelle est leur contribution à l'effort de développement du pays. Je vous prends un exemple. Les cahiers de charges contractuels qui sont imposés par une loi, c'est-à-dire l'opérateur qui intervient dans une zone est obligé de verser 800 francs le mètre carré pour le développement local. Est-ce que ce texte est appliqué? Nous. Est-ce qu'il est appliqué? Nous avons déjà participé à une émission, vous et moi, qui parlait de cela. Est-ce qu'à ce jour, cela est appliqué? Mais ce n'est pas appliqué intégralement. D'accord, et qu'est-ce qu'il faut pour appliquer cela? Et qu'est-ce que vous attendez pour le dénoncer? Non, on le dénonce. On le dénonce à notre niveau. Maintenant, ce qu'il faut, c'est la volonté de l'administration gabonaise de permettre à ce que les entités indépendantes, que sont les ONG, aillent vers les opérateurs pour l'application de ces textes. Monsieur Essangui, là aussi, est-ce que vous avez proposé? Mais bien sûr. D'accord. Il y a même un cahier, un livret que nous avons proposé. Allez-y chez le Premier ministre, c'est le moment. Nous sommes en pleine semaine du climat au Gabon. C'est une grande rencontre qui réunit plus de 1000 personnes. C'est peut-être l'occasion de remettre sur la table certains problèmes importants qui minent le développement de ce pays. L'impact du changement climatique pour le Gabon viendrait de l'exploitation illégale de notre forêt. D'accord, mais est-ce qu'il est réel? Donc il faut atténuer. D'accord. Pour s'adapter. Pour s'adapter. D'accord. L'autre impact, c'est l'érosion côtière. Regardez comment notre côte est complètement détériorée du fait tout simplement de l'avancée de la mer. Qu'est-ce que nous sommes capables de faire? Au niveau même de la pollution, l'Afrique est devenue le déchet de la planète avec tous ces véhicules diesel qu'on rejette en Occident, mais qui atterrissent chez nous sans aucun contrôle. D'accord, mais qui va les chercher? Ce sont les Africains. Ce sont les Occidentaux qui nous les envoient? Non, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Donc l'Africain est un problème pour l'Afrique. Exactement. Alors comment on fait pour régler la question finalement? Il faut la manière forte. C'est-à-dire? La manière forte, ce sont des lois qui sont prises et qui sont absolument appliquées et respectées. Que celui qui viole un texte, il sait exactement ce qu'il attend. D'accord. La rencontre de Libreville est un pas vers la COP27. Il y aura la rencontre de Dakar également pour préparer cet événement. Mais que retenir finalement de cette... Quelles sont les attentes de Brent Forest, parlant de cette semaine du climat à Libreville et les attentes de la COP27? Je ne suis pas partisan de ce type de rencontre qui mobilise des milliards et des milliards pour préparer. Vous savez, ces milliards peuvent être mis à contribution pour résoudre tel ou tel problème. Mais on réunit, on fait venir des gens pour discuter pendant 2 jours, alors qu'on a besoin de l'équivalent pour venir à bout de l'avancée désertique. Comment voulez-vous que des décisions soient prises si les gens ne se réunissent pas pour en parler? Si vous êtes contre ces rencontres, trouvez alors le moyen d'aiguiller les décideurs sur la solution permettant de régler les effets et les impacts croissants des changements climatiques. Je pense que les décideurs ont pris les décisions de créer au sein des administrations. Au Gabon, par exemple, il y a un ministre et il y a un ministère des eaux et forêts. Au sein de ce ministère, vous avez la direction de l'environnement, la direction des forêts, la direction de la pêche. Ce sont des experts qui font des propositions au gouvernement face à une situation. On n'a pas besoin, pour moi, on n'a pas besoin de toutes ces rencontres. Ce n'est pas le gouvernement gabonais qui l'organise, c'est plutôt les Nations Unies, il faut le dire aux Nations Unies. Le Gabon est membre des Nations Unies. Oui, tout à fait, mais ça reste quand même une organisation des Nations Unies. Mais ça fait partie des choses que nous dénonçons, c'est-à-dire au niveau du système international, on est prêt à dépenser de l'argent pour des futilités. Votre message? Alors que nous avons la possibilité de faire mieux. Mon message, c'est de demander aux Africains d'arrêter d'être les mendiants au niveau international. Il faudrait que l'Afrique prenne ses responsabilités avec, ses ressources naturelles, avec ses ressources humaines, pour que chacun dans son coin puisse venir à bout des problèmes de changement climatique.
Marcona Essangui était l'invité de cette édition spéciale sur Gabon 24. Merci d'avoir été avec nous. On espère que votre voix sera entendue et que l'Afrique pourra effectivement harmoniser ses positions en vue d'une solution immédiate au changement climatique qui affecte considérablement le paysan africain. Et je le dis avec force puisque des voix s'élèvent dans l'arrière-Afrique pour dénoncer le poids, l'impact réel de ces changements climatiques. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous poursuivons cette couverture pour vous ici même à Libreville où se déroule du 29 au 2 septembre prochain la semaine du climat en vue de préparer la COP27 qui, elle, se tiendra en Égypte. Merci donc. Les programmes de Gabon 24, eux, se poursuivent.